Et on commence avec les titres. Oui, on va tous crever. Quoi? Eh ben, j'ai lu le rapport sur la biodiversité, on va tous crever, c'est foutu. Ok, bon bah alors on parlera aussi. Non, mais c'est pas la peine de parler. De toute façon, on va crever, ça sert à rien de parler d'autre chose. Bon, ok, il n'y aura pas de brève alors. Mais si, il y aura des brèves, on va crever. De toute façon, on s'en a à foutre, on va faire des brèves. Allez, c'est parti. Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus du tiers des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. Bonjour à tous, nous sommes toujours au parc de l'étang Saint-Nicolas à Angers et on continue notre réflexion sur cette crise que traverse la biodiversité en ce moment. Alors dans cette deuxième partie, on va surtout essayer de mener une réflexion sur les conséquences de cette érosion de la biodiversité. Mais avant toute chose, on en était resté où? Alors il me semble qu'on était resté sur une question. Alors bien sûr, la question essentielle, et c'est là tout l'enjeu, c'est de savoir quantifier cette interdépendance. À quel point sommes-nous interdépendants? Et ainsi, à quel point l'érosion de la biodiversité peut-elle menacer cette interdépendance? Alors évidemment, la biologie a déjà essayé de répondre à cette question, notamment au travers des notions de chaîne trophique, ou ce qu'on appelle plus communément chaîne alimentaire. Un individu est mangé par un autre, qui lui-même est mangé par un autre, etc. etc. Donc là on parle d'une relation extrêmement simple, une relation unidirectionnelle, uniscalaire, totalement horizontale. Donc c'est une manière très simple d'exprimer les relations qu'entretiennent les êtres vivants entre eux au travers des relations alimentaires. C'est un mécanisme extrêmement simple à expliquer, également extrêmement simple à comprendre. Et à ce petit jeu, où se situe l'homme? Eh bien l'homme, il fait partie de ce qu'on appelle les superprédateurs. Les superprédateurs, ce sont les maillons réputés comme étant les maillons finaux de la chaîne. McDonald's propose le service à table pour se retrouver ensemble à table. Et étant en bout de chaîne, on comprend donc aisément que l'homme ne fait pas que gouverner au devenir de tous les maillons qui sont situés derrière lui, mais est aussi sous la dépendance de tous les maillons qui sont situés avant lui. Alors maintenant qu'on a ça en tête, on va dégager tout ce que je viens de dire bien proprement pour faire de la place à un autre concept qui explique bien mieux les relations alimentaires que n'expliquent les chaînes alimentaires. Il est évident que dans la réalité, ça ne ressemble pas vraiment à une chaîne. C'est plutôt des cercles, des cycles, et des cycles entrelacés entre eux pour former des réseaux alimentaires ou réseaux trophiques. Un peu comme une toile d'araignée, où chaque nœud de la toile, ce sera un plat à consommer. Ou pour donner une autre image, pensez à un vaste édifice architectural qui serait notre biosphère. La charpente, ce seraient les relations alimentaires entre les êtres vivants. Et les nœuds où se rencontrent les éléments de la charpente, ce seraient les différentes espèces au sein de la biodiversité. Il est bien évident qu'ôter un maillon dans une chaîne brise l'intégralité de la chaîne. Et du coup, on comprend tout aussi aisément qu'ôter un maillon au sein des chaînes alimentaires peut avoir des conséquences dramatiques sur nos autres êtres humains. Mais ça, c'est surtout valable au sein d'un continuum à une seule dimension, un continuum monoscalaire tel qu'une chaîne alimentaire. Mais c'est bien plus difficile à comprendre au sein d'un réseau où les relations alimentaires ne sont pas juste horizontales, mais partent dans toutes les directions. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que dans l'opinion collective, l'érosion de la biodiversité et ses conséquences sur nous autres êtres humains peut parfois paraître si abstraite. Mais peut-être qu'avec une image très concrète, comme un vieux bâtiment par exemple, dont la charpente serait détruite, on pourrait même dire qu'il partirait en fumée, peut-être que ça peut intéresser et mobiliser davantage que l'érosion de la biodiversité. Au sein de cette charpente du vivant se répartissent les différentes espèces, donc la nôtre également. Alors toute l'idée est de savoir où sont les points de rupture, où se situent les points de fragilité, les points de flambage de l'ultrastructure. Et donc l'idée in fine est de savoir à quel point l'érosion de la biodiversité peut-elle menacer l'édifice dans son ensemble, ou du moins, parce que c'est surtout là que se basent les politiques de conservation et de restauration de la biodiversité, à quel point cette fragilité peut-elle menacer notre espèce. Au sein d'une charpente, les différentes pressions exercées sont extrêmement réparties, ce qui n'est pas forcément le cas au sein d'un concept tel que la chaîne alimentaire. Wow. J'ai des petites visiteuses derrière moi. Ouais, donc je disais, fragiliser un élément, ça fragilisera l'ensemble, c'est vrai, mais ça ne ruinera pas forcément l'intégralité de l'ultrastructure. Ça c'est un fait que des architectes peuvent aisément démontrer. La pression peut être redistribuée et amortie, et du coup un nouvel équilibre sera trouvé. C'est d'ailleurs ce qui est maintes fois observé au sein de la biosphère. Nombreux sont les exemples démontrant la résilience des écosystèmes aux perturbations. Et à ce petit jeu, les écosystèmes sont incroyablement résistants. Perturber des équilibres biologiques, ça ne met pas forcément en péril les processus qui maintiennent cet équilibre.
De nombreux mécanismes et stratégies d'adaptation existent. Des mécanismes qui peuvent par exemple favoriser des traits comportementaux, des caractéristiques physiques, anatomiques, favoriser des individus, des populations, voire même des espèces, ou au contraire des mécanismes adaptatifs qui peuvent défavoriser certains, voire même les faire disparaître. Certains de ces mécanismes sont à la base de l'évolution. Et c'est d'ailleurs grâce à l'un de ces mécanismes qu'on appelle le déplacement de caractère que Charles Darwin est parvenu à démontrer sa théorie d'évolution par la voie de la sélection naturelle. Alors pour la petite histoire, ce bon vieux Charles, il avait observé que différentes espèces de pinsons des Galapagos qui coexistaient au sein d'un même espace et qui donc étaient en compétition pour cet espace et ses ressources, ont vu les caractéristiques morphologiques de leur bec s'affirmer par rapport à une norme. La norme, on pourrait dire, observable au sein d'un espace où ces espèces ne seraient pas en compétition. Tout ça dans le but de cibler des ressources alimentaires différentes et ainsi éviter de se concurrencer. Bon, bien évidemment, de tels processus adaptatifs, ça prend du temps. Et parfois, le degré de perturbation de l'écosystème dépasse sa capacité de résilience et sa capacité à s'adapter. Et dans ce cas, la sentence est plus ou moins évidente. Les populations, voire même les espèces, disparaissent. Alors du coup, et pour en revenir à notre image de la charpente, que se passerait-il si un élément de la charpente n'était pas simplement perturbé, mais disparaissait tout bonnement de la charpente? Et bien là encore, dans une certaine mesure, les architectes peuvent démontrer que la charpente serait capable d'encaisser le choc. Les pressions se répartiraient différemment et un nouvel équilibre serait trouvé. Et pour faire un parallèle avec l'actualité récente, certaines déclarations ont fait grand bruit, des déclarations de biologistes de renom, parmi les plus grands fervents défenseurs de la biodiversité, ont posé des questions ouvertes au grand public, des questions du style « Faut-il sauver tout le monde ?» Et certains sont même également posé légitimement la question suivante: faut-il sacrifier certains pour en sauver d'autres? Après tout, l'histoire du vivant a toujours démontré que la vie était un concept transcendant. Quel que soit l'état de la biodiversité et l'état du vivant à un instant I, ça n'a jamais mis en défaut l'état du vivant à l'instant I plus 1. Quelles que soient les crises que le vivant a traversées dans l'histoire de la Terre, la vie s'en est toujours remis. Et des crises biologiques, la Terre en a connu un certain nombre. 5 grandes crises majeures au cours de son histoire. La plus célèbre étant évidemment la crise Crétacé-Tertiaire, survenue il y a 65 millions d'années, qui est à l'origine de la disparition notamment des dinosaures non aviens. Mais la plus sérieuse a eu lieu il y a 250 millions d'années, la crise Permo-Trias, qui est à l'origine notamment de la disparition de 90% de la vie marine. Donc là on parle de chiffres vertigineux, et pourtant le vivant a perduré. On observe même, après chaque crise, ce que les biologistes ont appelé une radiation évolutive, c'est-à-dire une explosion dans la richesse et la diversité du vivant. Et cette explosion de la richesse et de la diversité du vivant marque en fait le passage à une nouvelle ère, une nouvelle époque. C'est d'ailleurs l'une des définitions que l'on donne à une nouvelle ère géologique. On passe d'une ère à une autre à la suite d'un bouleversement majeur à l'échelle planétaire. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, la crise biologique actuelle, celle que traverse actuellement notre planète, elle est totalement différente. En ce sens qu'elle est en train de se jouer sur un pas de temps extrêmement court à l'échelle des temps géologiques, un pas de temps totalement inédit. En outre, le rythme d'extinction des espèces observé actuellement, il semble être le plus rapide jamais observé dans l'histoire du vivant. Et puis cette crise biologique, et les extinctions qui vont avec, c'est difficile à dire ça, les extinctions, semblent être liées à une espèce, la nôtre. Et ça aussi c'est inédit dans l'histoire du vivant. D'ailleurs, les scientifiques considèrent que nous vivons actuellement une ère particulière qu'on appelle l'Anthropocène, ou âge des hommes. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. Donc rappelez-vous la définition d'une ère géologique. On passe d'une ère à la suivante, à la suite d'un changement majeur à l'échelle globale. Mais il semblerait que l'homme soit comparable à un changement majeur type météorite qui frapperait notre planète. Si le vivant s'est toujours remis des crises biologiques qu'il a connues, il se trouve que la crise actuelle que traverse le vivant, elle est totalement inédite. Alors du coup, comment mesurer, comment évaluer, comment prévoir la réponse de la biosphère à un bouleversement totalement inédit? La réponse de la biosphère à ces bouleversements globaux, elle est par nature très imprévisible. Et pour vous donner un autre exemple sur un sujet connexe, à savoir le changement du climat, les scientifiques ont remarqué il y a peu une drastique augmentation de la biomasse planctonique et de sa diversité au niveau de la zone polaire arctique, due en grande partie à l'élévation du niveau de la mer du fait de la fonte des glaces imputable au réchauffement climatique.
Eh bien, des scientifiques s'accordent à dire que localement et à court terme, cela pourrait avoir des conséquences positives sur la biodiversité marine, sur la richesse marine de l'écosystème marin. Mais cela pourrait avoir également à plus long terme de graves conséquences sur les déséquilibres biologiques, car ça pourrait amener certaines espèces à migrer, avec potentiellement certaines d'entre elles qui ne s'adapteraient pas à un nouvel écosystème. Prévoir la réponse de la biosphère, ça implique de penser à l'aide d'un paradigme nouveau. Et il apparaît insuffisant de penser la crise biologique actuelle via le prisme des crises biologiques passées, comme on le fait très souvent lorsqu'il s'agit d'aborder le changement du climat actuel en se focalisant uniquement sur les changements climatiques passés. Ouais, je dis ça pour ceux qui assènent comme une vérité inaltérable, hyper péremptoire et indéniable le fait que les changements du climat c'est quelque chose de naturel, que la crise de la biodiversité également c'est un phénomène naturel, c'est cyclique, oui c'est juste, c'est vrai, mais la nature de la crise actuelle elle est différente, donc intellectuellement il faut l'aborder différemment. Et par voie de conséquence, il apparaît également très incertain d'évaluer quelle sera la réponse de notre espèce à ces changements. Mais revenons-en à notre charpente. Que se passera-t-il cette fois si les ruptures survenaient en cascade et dans un laps de temps très court? À quel point la structure peut-elle amortir cette nouvelle répartition des pressions? Et le terme cascade, il est ici particulièrement indiqué. Au sein des écosystèmes, les éléments constitutifs, à savoir espèces et habitats, ils sont tous interconnectés. Donc une bonne fois pour toutes, il faut enfin comprendre et admettre que la crise biologique actuelle, elle concerne tous les éléments. Penser de manière isolée, intellectuellement c'est incorrect. Demandez à un architecte par exemple si la petite vis ou le petit rivet il est inutile et s'il est indépendant des autres pièces. Et là je vous renvoie à la célèbre théorie des systèmes complexes du biologiste américain quasi légendaire Ludwig von Bertalanffy. Tiens, pour la suite de l'épisode on va emprunter ce petit chemin tout petit qui se perd dans la forêt. Donc je disais, fragiliser un seul élément, fragiliser une seule relation au sein d'un équilibre systémique, ça peut avoir des conséquences multiples. Pour se dire ça, et pour faire une nouvelle image, il faut visualiser la biodiversité comme étant une énorme boîte à outils. C'est la boîte à outils de la biosphère. C'est là-dedans qu'elle puise les différents outils pour parer aux variations de l'environnement. Un élément qui pourrait varier, un phénomène perturbateur, un aléa cataclysmique. Tout ça, ça peut être pondéré par la biosphère tant qu'il existe de la diversité au sein du vivant. Tant qu'il existe des individus, tant qu'il existe des espèces, tant qu'il existe des habitats qui survivent, c'est le vivant qui demeure. Vous voyez l'idée? Et en fait, c'est également là une très grande leçon sous bien d'autres aspects. L'uniformisation, l'absence de diversité, l'absence de métissage même, c'est un facteur limitant à notre survie. Il est impératif que le vivant, et nous aussi, en tant qu'espèce humaine, soyons aussi variés et diversifiés que possible. Il en va vraiment de notre survie. Prenez par exemple une épidémie. On constaterait en premier lieu qu'une population serait touchée, puis une seconde et peut-être une troisième. Maintenant, imaginez que nous soyons tous pareils. Que se passerait-il à votre avis? N'en déplaise à certains, la diversité du monde vivant, c'est la clé pour s'adapter. Et d'ailleurs, cette diversité, elle est à la base de l'évolution par la voie de la sélection naturelle. Bon, je pense que j'aurais suffisamment fait passer le message. Et pour en revenir aux relations entre les organismes et entre les habitats, eh bien ces relations elles sont parfois très subtiles, elles ne sont pas pour la plupart d'entre elles directes et horizontales. Donc c'est toujours un peu compliqué d'évaluer ces relations indirectes. Vous savez, en ce moment on parle beaucoup de la crise qui touche les insectes pollinisateurs. Eh bien la relation qu'entretient ces insectes pollinisateurs et notre espèce, elle n'est pas directe, elle est tout à fait indirecte. Eh bien c'est là tout le nerf de la guerre en réalité, savoir quantifier ces relations indirectes entre les êtres vivants. Et d'un point de vue tout à fait pragmatique, il serait bon d'enfin admettre que ces relations indirectes existent bel et bien. Et perturber certaines de ces relations, qui ne nous apparaissent pas forcément très évidentes, ça peut avoir des conséquences sur notre espèce. Donc ce qui compte finalement, oui on a changé radicalement là de milieu, on n'est plus dans une forêt là, on est dans un milieu de type lande, avec poiriers sauvages, genêts, ajoncs, bruyères, calunes, etc. Je sais pas pourquoi je dis ça, enfin bref. Je disais donc, ce qui compte finalement, c'est évaluer, hiérarchiser ces relations indirectes. C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça finalement qu'on essaiera de retenir avec cette deuxième vidéo. Alors parfois c'est extrêmement compliqué de hiérarchiser ces relations indirectes. Mais il existe un moyen que l'homme comprend un peu mieux que les autres, c'est au travers de la notion de service écosystémique. Puisque là en fait on parle d'argent. Mais ça, on l'abordera dans une troisième et dernière vidéo.